quel est l'intérêt qu'aura Félix Tshisekedi à signer des accords secrets avec le M23? C'est quel intérêt? Il n'y a pas de trahison. La démarche diplomatique, ce n'était pas une faiblesse. Tu peux ou ne pas aimer Félix Tshisekedi, mais il vous dit, le pays est en danger. Nous avons intérêt, à terre nos divergences, à sauver la mère patrie. Qu'est-ce qui a du mal à dire ça? Pendant longtemps, peut-être ce qu'on peut rappeler, certains voulaient le partage du pouvoir. On est déjà dans un état de guerre. Déclaration ou pas, la guerre est là. Non? Félix Tshisekedi fait peur aujourd'hui aux voisins, le Rwanda, l'Ouganda. Bien sûr. Bien sûr, depuis que Félix est là, président, qui parle encore du leadership de Kagame dans les Grands Lacs, nous avons repris notre place. C'est ce qui fait mal. Et ils avaient souhaité un Congo faible avec un président faible. C'est quoi? Aucun pays qui a été détruit plus de 50 ans n'a été relevé en 3 ans et demi ou 4 ans. Non, la vision, elle est connue. Contenu, mais laquelle? Quelle vision vous parlez? Tous les politiciens qui ont accepté d'adhérer à l'Union sacrée ont pour principe servir les intérêts du peuple. C'est le peuple d'abord. La vision a été définie par le président. Mais l'heure est-elle grave? La nation tout entière est-elle en péril? L'unité nationale, la souveraineté et l'indépendance de notre pays sont-elles menacées? Prenez rendez-vous ce dimanche à 21h05 et la rediffusion mardi à 22h05 sur Amen Télévision. Carte sur table reçoit Guimbao au cadre de l'UDPS dans un débat démocratique. Carte sur table, le plaisir du débat. L'air est-il grave? Est-ce la nation tout entière est en péril? L'unité nationale est-elle menacée? Beaucoup qui pensent que Félix Tshisekedi, avec une diplomatie prêchée par son parti, une diplomatie agissante, est-ce Félix Tshisekedi a-t-il trahi le pays quelque part en faisant de collaboration tout à fait en moins profonde avec Paul Kagame, le Rwanda et l'Ouganda? Beaucoup se posent cette question. Félix Tshisekedi surgit en appelant à tout le peuple congolais à une mobilisation tout azimut, justement pour faire face à notre ennemi. Et alors les autres pensent que Félix Tshisekedi ne pourrait pas justement s'arrêter à cet appel. Il devrait aller loin ce quoi? Passer à une consultation de toutes les classes politiques. Alors, qui a trahi l'autre? Est-ce le temps de s'accuser ou bien tout le peuple congolais devait se mettre debout? Nous avons sur ce plateau un haut cadre du parti du pouvoir, c'est bien l'UDPS, Guimbao, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Merci et bienvenue dans Carte sur table. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, comme je vous avais dit, ici, nous soutenons nos forces armées de la République démocratique du Congo. C'est bien les FARDC. Vous allez vous habituer dans cette émission. Le président a lancé un message. Nous aussi, nous avons notre façon de l'accompagner. C'est bien à travers le média. Nous allons le faire parce que nous avons besoin de la paix partout en République démocratique du Congo. On suit l'extrait d'encouragement. Nous encourageons la FARDC et nous allons revenir juste après pour entamer les débats. On acclame, on donne la force au FARDC, nos généraux, nos commandants, nos colonels. Nous vous aimons, nous vous soutenons. Et sachez une chose, nous finirons victorieux. Jésus-Christ est les dieux de ce pays. Nous bénissons la nation congolaise. Evendela Ekoyate, c'est comme ça le terme que nous allons retenir et aussi savoir que nous allons finir victorieux malgré tout ce qui se passe. Guimbao, on retourne avec vous. On dit que vous avez fait 2 accords en cachette avec le M23, le Rwanda et l'Ouganda. C'est ce qui est en train de mettre le Congo à genoux aujourd'hui sur le plan sécuritaire dans la partie Est. Non, ça c'est de la mauvaise foi.
parce que tout ce qui a été fait a été rendu public en son temps par le président de la République. Même lors du dernier allocution à la nation, il a rappelé ce qui a été fait avec le Rwanda dans le souci de ramener la paix à l'est du pays. Il n'y a pas de trahison. Félix Tshisekedi est issu d'une grande famille politique qui est l'UDPS, une famille politique qui a consacré 37 ans de son existence à combattre la dictature. Donc nous ne pouvons pas trahir la République. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de désaccord caché comme on vous accuse. Pour quelle raison? Vous avez appelé les M23 à Kinshasa et les bergers dans des immeubles de Kinshasa ont signé un contrat. D'autant de Kabila, on ne parlait pas du M23 encore. Non, il n'y a pas d'intérêt. Dites-vous vous-même, quel est l'intérêt qu'aura Félix Tshisekedi à signer des accords secrets avec le M23? C'est quel intérêt? Les accords sont connus, c'est pour ramener la paix en République démocratique du Congo. Le président Félix, dans son allocution, il a essayé de rappeler les périphéties. Il a essayé de rappeler aussi ce qui a été fait avec le pays voisin, toujours dans le cadre de ramener la paix. Vous savez, le gens peut-être l'ignorent. Le problème, ce n'est pas vraiment le M23. Le problème, c'est au-delà du M23. Alors, où est le problème? Au-delà du M23, vous voulez dire quoi? Le problème du Congo, depuis la conférence de Berlin, c'est le contrôle des richesses du Congo. Voilà le problème du Congo. Le chef de l'État, lors de son passage à l'ONU, il a allé rappeler que nous avons deux problèmes. La source des difficultés actuelles, la convoitise de nos richesses et une lutte d'influence dans la sous-région, où le président rwandais est éclipsé politiquement et diplomatiquement depuis l'élection du président Félix à la tête du Congo. Kagame ne joue plus le rôle du gendarme, le rôle de leadership. Or, rappelez-vous, Laurent Désiré Kabila à l'époque, paix à son âme, il avait dit au cours d'une réunion de présidents de l'Afrique centrale, un des chefs de l'État qui était président a dit: nous devons avoir un président faible au Congo. Malheureusement, Laurent Désiré Kabila n'est pas faible, il n'écoute pas les conseils. C'est ça le même problème. Il y a le convoitisme de nos richesses qui va au-delà même de notre continent, le multinational qui veulent exploiter notre richesse. Alors là, il faut suivre un peu l'évolution de la question. Lorsque le président Félix arrive au pouvoir, il trouve le Congo dans cette situation d'occupation, avec une armée infiltrée, une police infiltrée, pareil avec les services de renseignement. Il devait faire quoi? Il ne devait pas engager une guerre, contrairement à ce que les gens pensent. Il a opté pour le dialogue. Il est allé voir ces multinationales, il est allé voir d'autres pays occidentaux. Et sur le plan africain? Mondial même, pour leur dire, moi je veux la paix chez moi, je voulais qu'on parle. Les uns lui ont proposé tout ce que vous avez suivi, amélioration du climat des affaires, faites ceci, faites cela, une justice indépendante. Cette série de réformes, c'était leur demande pour venir exploiter les richesses du Congo en bonne et due forme. Il ne s'est pas limité à l'extérieur de l'Afrique et à l'intérieur, il devait voir le voisin aussi qui nous crée des problèmes. Il a commencé par l'Ouganda. Vous avez vu l'Ouganda, il y a une rébellion ougandaise, mais qui cause des dégâts plus au Congo qu'en Ouganda, l'ADF. Il fallait parler avec eux. Nous sommes arrivés même à un accord de mutualisation des efforts. Pour les neutraliser. C'était dans les soucis de la paix. Et il a fait avec le voisin rwandais. Qu'est-ce qui ne bat pas? Ah non, il y a des FDLR chez vous. Venez, nous allons les chercher ensemble. Nous les avons cherchés ensemble, nous les avons rapatriés. La raison éternelle du Rwanda pour venir chez nous, piller les ressources et tuer les gens, a été enlevé, ce prétexte-là, avec cette collaboration. Mais nous avons constaté aussi que le Rwanda, c'est un pays pauvre. Peut-être c'est que les gens ignorent. Et aujourd'hui devenir riche, hein, aujourd'hui devenir riche. Et il devait s'enrichir aux dépens du Congo. Chers amis, vous avez besoin de nos richesses, venez, nous allons collaborer ensemble. Nous avons signé des mémorandums d'entente pour l'exploitation de l'or avec une entreprise nationale rwandaise. C'était pour arriver à la paix. Mais malheureusement, comme il y a le volet leadership là, le président rwandais se croyait le plus intelligent de tout le monde,
il ne s'attendait pas à être éclipsé diplomatiquement et politiquement par Félix Tshisekedi, et avec l'appui de certains de ses parrains des multinationales, ils sont revenus avec cette guerre. Donc, alors aujourd'hui, vous avez étalé bien le problème. La chose qui rajoute est que malgré tout ce que Félix Tshisekedi a fait au Kenya, voire en Angola, autre, pour que la paix puisse revenir avec notre Kagame, que vous avez appelé autrefois ami, mais tout n'y arrive pas. Beaucoup de personnes disent que Félix Tshisekedi a échoué sur ce plan diplomatique. Il n'y a rien à espérer, et c'est comme si Félix avait donné la passe d'or au Rwanda pour nous attaquer. Non, il n'y avait pas de passe d'or. Nous avons un problème. Notre pays était occupé. Nous venons aux affaires. Mais nous connaissons ça. Mais qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé aujourd'hui, il y a une prise de conscience sur le plan international. Ce qui n'était pas avant. Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater avec la diplomatie du président Félix, nous sommes entrés même dans des carrés presque privés du président rwandais avec le monde anglo-saxon. Ça n'a jamais été le cas. Et aujourd'hui, le Rwanda est asphyxié économiquement. Lorsque nous avons suspendu le vol de Rwandais vers ici, je crois que vous avez des informations vers le Rwanda, ils sont dans une situation très difficile économiquement parlant. Parce que c'est un pays pauvre qui ne vivait que grâce à l'aide internationale et au pillage des ressources en RDC. Nous les avons mis en difficulté, c'est parce qu'ils contrôlent un peu plusieurs médias internationaux qu'on ne parle pas de la situation au Rwanda. Nous les avons mis en difficulté. La diplomatie du président Félix a mis ces problèmes sur l'agenda international. Ça aussi, ce sont des cas qui ne se faisaient pas avant. Les choses sont en train d'avancer. Parallèlement à cette démarche diplomatique du chef de l'État, au niveau de l'armée, nous sommes en train d'évoluer. Vous savez, la population avait toujours réclamé le renouvellement de la chaîne du commandement. Ça n'a jamais été fait. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Et vous allez constater sur le terrain, les adversaires ont profité, après la mise en place, de venir avec cette guerre rapidement pour empêcher ces commandants de nouveau de se déployer sur le terrain. Parce que leur force aussi, c'était l'infiltration de notre armée. Parce que comme vous allez le constater, lorsque vous faites la rétrospective historique de la situation du Congo, notre armée a été affaiblie à plusieurs reprises par toutes ces opérations de brassage et mixage de l'armée. À chaque étape, on introduisait des infiltrés. Bien sûr, c'est depuis 97, avec James Kabarebe, chef d'état-major de l'armée du Congo, rwandais de son état, et il est parti, il a laissé d'autres personnes, et à chaque étape, cette infiltration avait continué. Alors, vous parlez un peu de la communauté internationale. Beaucoup pensent, plusieurs Congolais disent que cette communauté internationale, au moins a des têtes, qui deux fois nous semblent un peu côté congolais, mais deux fois aussi dans des déclarations, c'est eux qui font que cette guerre persiste au niveau de l'Est de la République. Pourquoi? Leur souci, c'est diviser la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez c'est les déclarations de communauté internationale, les anglo-saxons, est-ce que ça rassure, ces déclarations? Il est vrai que l'opinion a raison de dénoncer une attitude un peu hypocrite de la communauté internationale, mais cela ne va pas nous empêcher de ne pas se préoccuper de notre pays dans toutes ses dimensions. Parce qu'on vous voit, vous êtes trop visé vers l'extérieur, au lieu de se sensibiliser au niveau national. C'est ce que les gens pensent. Donc sur le plan national, le président a lancé un appel à l'unité de tous les fils et filles du Congo. Il a recommandé que nous puissions taire les divergences pour défendre la mère patrie. Donc en interne, cette sensibilisation avait déjà commencé, parce que ce n'est pas une première fois, mais tout en le faisant à l'intérieur du pays, à l'extérieur, d'où proviennent nos problèmes, ça il faut que l'opinion puisse les comprendre, parce que, rappelez-vous le Premier ministre Lumumba, notre héros national, en 1960, après l'indépendance, lorsque ce milieu-là ont constaté l'élan qu'il voulait donner à la République démocratique du Congo, c'était la sécession du Katanga et la sécession du Sud Kasaï. Ouais, la même recette n'a pas changé. Lumumba mort, la recette elle est revenue encore en 1996 avec le maréchal Mobutu, malade et tout.
la même chose, une rébellion partie du Rwanda et de l'Ouganda pour chasser les maréchals. Laurent Désiré Kabila prend les choses à main. Une année après, le 2 août 98, il va amorcer un élan pour le développement. Une autre guerre se développe, cette fois-là, Goma, vite, toujours l'origine un peu rwandaise. Et voilà. Lorsque maintenant on a constaté avec Félix Tshisekedi, le pays a pris un élan tel que, y compris dans des territoires en guerre comme... Mais les autres n'y pensent pas, ils disent que Tshisekedi a mené plus la guerre en République démocratique du Congo à son temps. Non, bien au contraire. Bien au contraire. Félix Tshisekedi, c'est un homme de la paix. C'est ce qu'il a essayé d'expliquer dans les discours. La démarche diplomatique, ce n'était pas une faiblesse. Il a dit, c'est lié à notre culture. Nous, Congolais, nous avons une culture de la paix. Nous, on nous a appris, tuer l'autre, c'est un péché. Voilà comment fait Tshisekedi. Et nous autres, vous tous, si nous avons été élevés. Le maître, les frères, c'est un péché. Mais il y a des gens à qui on a élevé, tuer quelqu'un. Si c'est pour tes intérêts, c'est bon. C'est ça la différence des cultures. Alors, un homme comme ça qui a été élevé dans le respect de la vie humaine, ou le vie humaine, lorsqu'il arrive au pouvoir, il constate qu'il y a une situation dramatique. Il dit, je ne veux pas encore ajouter davantage, je préfère parler, dialoguer pour amener à la paix. Mais nous tous, nous avons compris ce qui a toujours été dit. Et le président rwandais n'est pas élevé dans cette culture. Alors, Guy Baou, les gens veulent vous suivre. Vous êtes au cadre de l'UDPS, parti du pouvoir, ceux qui accompagnent le chef de l'État, veulent au moins savoir deux vérités. Félix Tshisekedi appelle la population à une mobilisation tout azimut, justement pour mettre de côté. A-t-il échoué dans ses démarches? Non, nous ne parlons pas de l'échec. Nous parlons d'un constat. La maison Congo appartient à toutes ses fils et filles. C'est ça la réalité que nous devons intégrer. Même s'il est chef de l'État, même s'il y a une opposition, même s'il y a une société civile, dès qu'il y a des problèmes, tous ces gens-là, ce sont nos frères et sœurs. C'est une autre façon de faire les choses que fait Tshisekedi amène. Parce que beaucoup pensent que quand il disait, l'opposition, que Félix Tshisekedi, le chemin qu'il est en train d'emprunter, ce n'était pas le bon avec le Rwanda, Pélé Kagame et les autres. Aujourd'hui, ils pensent que ça a bardé, c'est pour cela que Tshisekedi revient vers ses frères. Bon, malheureusement, je ne saurais pas répondre avec trop de détails. Le moment n'est pas indiqué. Le président nous a demandé de taire nos divergences. Mais peut-être je vais dire, c'est une opposition qui n'a pas encore participé à la gestion du pays pour découvrir les réalités que nous sommes en train de vivre. Ils étaient au pouvoir. L'opposition du FCC qui était au pouvoir, si vous les approchez par rapport à ces sujets, je crois qu'ils ont une autre approche. Parce qu'ils connaissent les réalités que nous sommes en train de vivre. C'est une réalité que nous avons héritée. On n'est pas là pour parler du mal des autres compatriotes, mais c'est ça la réalité. Lorsqu'on est au pouvoir, on est confronté à ça. Un peu comme nous disaient nos parents, si tu veux comprendre les difficultés d'un parent, il faut devenir soi-même un parent. Si tu n'es pas encore parent, tu ne vas pas comprendre que le monsieur ou la maman la souffre pour la famille. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais heureusement, avec beaucoup de sagesse, de fair play, que nous prenons ça. Le président était déjà pour la diplomatie et combiné avec l'action militaire sur le terrain. Les restes des compatriotes, pendant l'époque même de la consultation nationale, il a écouté tous les compatriotes qui se sont exprimés. Donc il n'y a pas un problème de faiblesse là-dedans. Il est dans son rôle du garant de l'unité nationale. Il est dans l'obligation d'écouter aussi ses compatriotes. Ce ne sont pas ses ennemis. C'est ce niveau-là peut-être qui dérange certaines personnes, qui ne comprennent pas. Le président tend la main à tout le monde. Il nous exhorte tous à favoriser le patriotisme et l'amour de la patrie. C'est notre mère patrie. Tu peux ou ne pas aimer Félix Tshisekedi. Mais il vous dit, le pays est en danger. Nous avons intérêt à taire nos divergences, à sauver la mère patrie. Qu'est-ce qui a du mal à dire ça? Nous avons vu. Peut-être vous pouvez parler de Félix Tshisekedi. Parce que les autres disent ce n'est pas le temps. Il allait le faire depuis longtemps. Pourquoi attendre aujourd'hui dans sa bardée? Non,
pendant longtemps, peut-être ce qu'on peut rappeler, certains voulaient le partage du pouvoir. C'est ça la nuance qu'il faut faire dans cette démarche. Ici, nous voulons vous dire, nous avons un problème qui vient de commencer. Nous ne voulons pas attendre quoi que ce soit. Nous sommes en train de défendre. Nous invitons tout le monde à participer à la défense du territoire national. Le président François Hollande, lors des attentats en France, il avait lancé aussi cet appel. Mais personne n'avait dit que c'est une défaite, patati et patata. Ça, c'est un peu une approche de nos frères congolais. Mais on n'est pas là-bas. Nous, on s'est dit, on a besoin de tous les Congolais. Alors on a besoin de tous les Congolais. Les autres pensent que ce n'est pas seulement s'arrêter à cet appel de la mobilisation. Il faut aller loin. Les consultations. Bon, le président va apprécier. Le président va apprécier. Mais je crois l'appel déjà, c'est une bonne chose. Par exemple, j'avais lu avec beaucoup de joie et d'intérêt les propositions du Premier ministre Mouzitou, par exemple. C'est 10 propositions. Voilà un patriote. Est-ce qu'il faut aller autour d'une table? Le dialogue, moi je n'ai jamais été contre. Nous, l'UDPS, qui se sont battus dans ces pays pendant près de 30 ans, sans armes, le dialogue fait partie de notre arme. Nous résolvons nos problèmes dans la non-violence. Mais ici, le chef a lancé un appel à la mobilisation, un appel à l'unité, à la cohésion. S'il y a des compatriotes qui ont des propositions à faire, mais moi je ne vois pas l'inconvénient. Mais seulement, dialogue, partage du pouvoir, ça c'est ce que le peuple va nous trouver un peu drôle, entre guillemets. Ici, l'essentiel, un peu comme le Premier ministre Mouzitou a réfléchi, il fait ses propositions, ses 10 propositions. Voilà comment je vois le rôle d'un patriote. Il n'a pas entendu. Il dit, nous voulons mettre fin à la guerre, voici ce que je propose, en 10 points. Ça, ce sont des actes à saluer. Il est dès l'opposition. Vous voyez un peu la nuance. Un patriote qui donne ses idées pour résoudre la crise. Alors aujourd'hui, beaucoup penseraient que Félix Tshisekedi, on l'attendait dans ce discours déclarer la guerre contre le Rwanda, l'Ouganda, ceux qui nous attaquent. Mais Félix Tshisekedi évite de déclarer la guerre et parle d'une mobilisation. Bon, il y a la dimension juridique, c'est vrai, telle que prévue dans la Constitution, mais on est déjà dans un état de guerre. On est déjà dans un état de guerre. Déclaration ou pas, la guerre est là, à notre porte. On n'a plus de compatriotes dans la rue, comme déplacés, exilés. La guerre, elle est déjà là. C'est vrai, la formalité juridique, mais la réalité, le Congo est en guerre. C'est la raison pour laquelle le président a exhorté le militaire à un sens patriotique, parce que là, il y a aussi des trahisons, des détournements. Il a exhorté pas pour rien. Il nous demande d'être derrière les forces défensives, pas pour rien, parce qu'on est dans une situation de guerre. Il demande aux jeunes de construire des groupes de vigilance, pas pour rien, d'appui aux forces de défense. C'est parce que nous sommes dans un état de guerre. Est-ce qu'au niveau de l'Union sacrée, précisément à l'IDPS, êtes-vous fier de la manière dont le problème de la guerre dans la partie est du pays est en train d'être traité? Êtes-vous fier aujourd'hui? Bon, vous savez, mon frère, les militaires qui gèrent ces dossiers sur le plan sécuritaire, hein, de loin, on peut tout durder. Mais s'il faut aller sur place, vivre la réalité, je crois que tout le monde n'aura pas le même point de vue. Nos militaires sont en train d'abattre un grand travail des titans, de la défense du territoire national. Je crois qu'ils méritent notre soutien en lieu et place d'un jugement en termes de fierté ou non. Le travail est fait, ils exposent leur vie, ils ont laissé leur famille. Nous devons les accompagner, les assister. Là où il y a des failles, on corrige. Si c'est au niveau du président, par exemple, la chaîne de commandement, il les corrige. Si c'est le gouvernement qui doit envoyer les moyens, on ajoute le moyen. Moi, je pense que c'est ce qu'on doit faire, au lieu de porter un jugement qui, pendant cette période, qui risque de décourager. Alors, nous avons reçu certains de l'opposition sur ce plateau qui ont fait des déclarations. Au temps de Kabila, le M23 n'existait pas. Au temps de Félix Tshisekedi, il y a l'apparition du M23. Êtes-vous allé encore signer des accords avec le M23? Mon frère, je vous fais l'historique. En 96,
en octobre, lorsqu'on a attaqué la République d'Isaïe, le Marshal Mobutu était président, ce mouvement-là, on l'appelait l'AFDEL. En 98, le 2 août, lorsqu'on attaque encore le pays, ce mouvement-là, on appelle les RCD. Vous voyez un peu l'évolution. Et plus tard, après les accords de Sun City, c'était le CNDP. Le CNDP a donné naissance au M23. Si vous essayez de voir, ce sont les mêmes acteurs, le même parrain. La réalité n'a pas changé. Les gens vont se tromper dans leur analyse pour rien. Le M23 n'a jamais existé. Non. Il y a une mutation. Ils sont en train de s'adapter par rapport aux époques. C'est la même réalité. Le Rwandais qui crée ce mouvement. Mais c'est la même réalité. Beaucoup penseraient que ce mouvement avait déjà pris fin. Pourquoi autant de Félix ça a encore soulevé à des soulèvements du M23 du côté? Beaucoup disent même qu'ils sont dans l'union sacrée. L'élan du développement que Félix Tshisekedi est en train de donner au pays, avec un budget en hausse, avec des recettes en hausse. Un budget qui ne fait rien. Non. La population ne sent pas ça. La population va sentir, c'est pas du tic au tac, c'est un processus. Mais un mandat qui s'interrompt. C'est un processus. Un mandat qui s'éternise. Mais justement, ils disent qu'il faut arrêter cet élan. Si on laisse Félix Tshisekedi comme ça, c'est fini, nous allons perdre le contrôle du Congo. C'est ça la triste réalité. Et comme vous avez... C'est-à-dire, Félix Tshisekedi fait peur aujourd'hui aux voisins, le Rwanda, l'Ouganda. Bien sûr, bien sûr. Depuis que Félix est là, président, qui parle encore du leadership de Kagame dans les Grands Lacs, nous avons repris notre place. C'est ce qui fait mal. Ce qui fait très mal, nous avons repris notre place dans la sous-région. Aujourd'hui, c'est le Grand Congo qui est de retour sur la scène internationale. Et ils avaient souhaité un Congo faible avec un président faible. Vous parlez du Grand Congo qui, on vous exige un dialogue avec le mouvement. On oblige un État à dialoguer avec un mouvement. Ça, c'est là, au niveau de la sous-région. Nous vivons dans un monde interdépendant. C'est comme ça, le voisin essaye de proposer, ne fût-ce que d'écouter ces gens-là. Ils disent qu'ils sont des compatriotes. On les écoute, ce sont nos frères. C'est comme ça, il y a ces processus de Nairobi où le gouvernement avait délégué les gens pour écouter leur agenda. Et les Congolais, depuis lors, ont déposé les armes. Ceux qui n'ont pas déposé, on doit se poser des questions sur leur lien avec notre pays. C'est ça la réalité. Mais nous tous, nous le savons que très prochainement, nous aussi, nous allons exiger les dialogues inter-rwandais pour régler cette histoire d'intérêt, mais parce que là, personne n'en parle. Parce que si vous revenez sur les accords passés, qui ont été conclus les années passées, bon, c'était toujours la République démocratique du Congo, pour ne pas différencier les régimes, on exigeait ces dialogues-là, prenez ces accords-là avec les CNDP. Mais on n'a jamais exigé un dialogue inter-rwandais. Que Kagame doit parler avec les Interamouis, on n'a jamais exigé. Ce n'était pas nous. Nous sommes là, nous disons, nous voulons régler ces problèmes. Le problème de la paix, le problème de ces rébellions, le problème des groupes armés. Les efforts ont été faits. Alors, Félix Tshisekedi lance une mobilisation, mais dans votre camp, rien n'est cessant. Non, le message du président, c'était il y a 48 heures. Laissez-nous le temps un peu de tirer des leçons de l'allocution du président et les actions à mener, vous serez informés. Notre camp est derrière son chef, derrière le commandant suprême de l'armée, donc il n'y a pas de doute. Alors cette guerre dans la partie est du pays, ça pourrait aussi déranger les élections en 2023. Une question un peu directe, Guimbao. Aujourd'hui, on vous parle de 3 propositions, on vous parle du dialogue, glissement et élection. Pour vous, attends, ce qui accompagne Félix Tshisekedi, qu'est-ce qui est priorité pour l'instant? Je crois que pour l'instant, la priorité, c'est la défense du territoire national. Par les élections. La défense du territoire national. Les élections, c'est un processus qui est en train d'être géré par la CENI. Oui. Le gouvernement est en train de financer les processus. Nous verrons le moment opportun. Pour l'instant, nous avons besoin de la paix. Imagine un peu, on commence par dire non aux élections. Nous allons diviser les Congolais. Défendons les territoires et le moment opportun. Alors si la guerre continue, la CENI va apprécier, la classe politique va apprécier. Il n'y a pas de problème. Mais nous, dans notre priorité, nous sommes
pour la tenue des élections en 2023. 2023, avec quel bilan? Nous avons un bilan satisfaisant. Les grands Congolais de retour, s'il y a cette haine... Parce que la population vous regarde, le Grand Congo, Les grands Congolais et de de retour, mais cette population souffre toujours du temps. Beaucoup de fonds s'envolent vers les politiques et la population ne se retrouve pas. La vérité, c'est quoi? Aucun pays qui a été détruit plus de 50 ans n'a été relevé en 3 ans et demi ou 4 ans. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Prenez l'histoire du monde. Essayez de parcourir. Aucun pays qui a été détruit pendant 50 ans a été relevé dans 4 ans ou 5 ans. Ça, c'est la première vérité que l'opinion doit savoir. Pour l'instant, Félix Tshisekedi a posé les jalons pour l'avenir. Et les gens sont contents de ce que le président est en train de faire. Nous sommes en contact avec cette population. Mais on nous demande d'améliorer. Mais la même population qui n'arrive pas à apprécier ce que Tshisekedi La fait. population apprécie, mais la population nous demande d'améliorer. Ce n'est pas suffisant ce qui est fait. Les efforts qui sont faits n'est pas suffisant. Mais il y a des efforts qui sont faits en termes de réhabilitation de certaines infrastructures. Voyez un peu. Donc il y a des efforts qui sont faits, mais qui nécessitent des améliorations. Ça, on nous demande. C'est ça la réalité. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous me posez la question avec quel bilan, non, je vous répondais. Mais lisez les résultats des sondages des maisons proches de l'opposition. Le candidat qui est encensé et qui va battre tout le monde, c'est Félix Tshisekedi. Il ne pouvait pas avoir cette cote de popularité s'il ne faisait rien. Donc ça, nous sommes très fiers de ça, d'avoir un président qui s'appelle Félix Tshisekedi. Très fiers d'appartenir à un Congo, un grand Congo dirigé par Félix Tshisekedi, le Congo de Lumumba, le Congo de Tshisekedi, le Congo de Kasavubu, le Congo de Mobutu, de Laurent Désiré Kabila, Kimpan Vita. Très fiers d'appartenir à ce Congo-là. Vous êtes très fiers d'appartenir au Congo, mais quelque chose qu'on vous acquise, vous qui sont de l'UDPS, et aussi voire même ce qui entoure le chef de l'État, pourquoi vous séparez toujours de vos alliés et vos partenaires? Pas toujours des bons climats qui passent. On dit un peu que vous aimez trop trahir. Non, la trahison n'est pas dans notre culture, mais comme tout le monde le sait, pour évoluer ensemble, dans un groupe, même dans un couple, vous devez avoir les mêmes objectifs. Lorsque les gens n'ont pas les mêmes objectifs, c'est difficile de cheminer ensemble. C'est toujours vous qui restez dans vos objectifs, les autres ne les font pas. Bon, ça dépend. Ça dépend de qui vous voulez parler. Et vous voyez, je suis même très mal à l'aise vous connaissez, de parler des vous connaissez parce vos que partenaires. sommes... Aujourd'hui, vous ne parlez pas même langage avec Améry. Aujourd'hui, vous ne parlez pas l'un qui était avec vous à l'UDPS, Kabound qui n'est pas là. Aujourd'hui, on a vu certains de partenaires, certains de alliés, de collaborateurs du chef de l'État qui se trouvent en prison. On vous voit un peu... Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez aller aux élections seuls, l'UDPS? Non, là, il y a de l'amalgame. Le président Vital Kamerhe est encore avec nous à l'Union Sacrée, jusqu'à preuve du contraire. Mais qui ne parle pas de Félix Tshisekedi. Ça, c'est son droit, le plus légitime. Mais il n'a pas dit qu'il ne veut pas du président Félix. Ça, c'est différent. Katumbi? Les contradictions, c'est normal en politique. Parce que personne ne me dira qu'avec sa femme et ses enfants, ils sont en harmonie du 1er janvier au 31 décembre. Les divergences existent au niveau des familles. Au niveau des familles biologiques, au niveau des familles chrétiennes, au niveau, les divergences existent toujours. Ça, c'est une réalité. Alors, maintenant, sur le plan politique, c'est normal. Les divergences existent. Le président Katumbi, il demeure membre de l'Union Sacrée, malgré les contradictions. Mais qui vous met mal à l'aise, et les discours à qui vous met mal à l'aise de Non, fois. c'est pour vous dire qu'il est encore là avec nous. Mon frère, l'honorable Kabound, malheureusement, il est dans une situation difficile. Ça, c'est un problème judiciaire qui n'a rien à voir avec nous. Nous devons apprendre, lorsqu'on fait la politique, de respecter la loi ou les lois du pays. Mais comment vous allez évoluer à l'Union Sacrée au moment où vous êtes une famille qui est composée d'hypocrites et donc vous ne vous attendez pas de foi? Comment vous allez évoluer? Parce qu'on dit que cette union sacrée, c'est quelque chose qui n'a pas une vision de foi. Non, la vision, elle est connue. Compte tenu, mais laquelle? Quelle vision vous parlez?
tous les politiciens qui ont accepté d'adhérer à l'Union sacrée ont pour principe servir les intérêts du peuple. C'est le peuple d'abord. La vision a été définie par le président. Mais les autres en refusent, que vous n'arrivez pas à faire ce qui est mieux. Non, Mais qui sont dans l'Union sacrée. Les partenaires sont là. La preuve, il n'y a pas encore une crise majeure qui a mené à la dislocation de la majorité. Nous sommes ensemble. Mais les divergences existent. Nous sommes dans un monde des intellectuels. On ne peut pas imposer un point de vue commun sur tous les dossiers. Ça, il faut que les gens s'habituent aussi. Parce que personne ne me dira qu'il y a harmonie au niveau de nos églises sur tous les plans. S'il faut parler des confessions religieuses. Vous avez même vu la désignation du président Kadima Lasseni, comment fractionner les églises dans son ensemble. C'est une preuve que nous sommes des humains, au-delà du Saint-Esprit qui peut conduire les uns et les autres. Des divergences existent, nous l'assumons au sein de l'Union sacrée, mais n'empêche, nous sommes ensemble, nous partageons la vision, c'est de servir le peuple, la vision définie par les chefs de l'État. Là, il n'y a pas de problème. Parce que beaucoup, au niveau de l'Union sacrée, vous accusent, vous, de l'UDPS, d'être trop gourmand. Je ne sais pas qui a dit ça, mais ce que moi je sais, c'est que vous voulez tout. Dernièrement, il y a la nomination de mandataires. Par exemple, la famille Katumbi, il n'y a aucune personne. Ils sont avec nous dans l'Union sacrée, c'est ce qui est important, pour l'instant. Mais de poste, pas. Les postes, ils ont aussi des ministres, hein, ils ont des ministres. Il y a beaucoup de responsables. Mais ça ne suffit pas. Être un ministre, aujourd'hui, ce sont de mêmes ministres que vous avez débauchés. Non, on n'a pas débauché les gens, loin de là. Vous savez, hein, le jour où ils vont quitter l'Union sacrée, on peut faire ces débats-là. Pour l'instant, ils sont avec nous et on est dans le moment... Ça se sent déjà, ça se voit aussi, compte tenu des déclarations de certains ministres, qu'ils marchent déjà dans votre camp. Libre à eux, mais pour l'instant, nous sommes ensemble avec eux dans l'Union sacrée et nous sommes dans un moment particulier de l'unité nationale. Je n'aimerais pas trop revenir sur ça, mais on est ensemble. Vous êtes ensemble. Avant, nous sommes en train d'aller vers la fin. On parle un peu de votre famille politique, UDPS, à part les départs de Jean-Marc Abound. Comment va l'UDPS? L'UDPS se porte bien. Nous avons eu un problème de l'unité du parti. Nous sommes en train de travailler pour amener cette unité et la cohésion au sein de la famille UDPS. Depuis l'exclusion de notre frère Jean-Marc Abound, on travaille au retour à l'unité. On dit que vous ne travaillez pas pour aider les chefs de l'État pour conquérir une majorité en 2023. Vous êtes là que pour vous discuter, vous chamailler, qui est près du chef, qui est loin du chef, ainsi de suite. On dit que l'UDPS aujourd'hui n'arrive pas à reconnaître sa valeur et sa puissance. Nous sommes en train de travailler. Peut-être que l'opinion était habituée à un credo autre. Maintenant, la réalité, c'est que premièrement, nous sommes au pouvoir. Être au pouvoir, c'est résoudre le problème de la population. La deuxième chose, nous avons connu une crise pendant ces 3 ans de gestion du pouvoir, une crise terrible qui avait divisé l'UDPS. Le chamaillerie, ça c'est, je dirais, c'est même la définition. C'est votre mode de marche. Non, la définition même du monde politique. Si vous suivez le politologue, le monde politique, c'est un monde compétitif. Et là où il y a la compétition, il y a la discussion, il y a la contradiction, il y a des divisions par moment. Et alors, quand est-ce que vous allez revenir à normal au niveau de l'UDPS? Parce que ça traîne depuis que Tshisekedi a commencé son premier mandat jusqu'à aujourd'hui, vers la fin. Vous n'arrivez pas à mettre vraiment de l'ordre au niveau de l'UDPS. Qu'est-ce qui caractérise ces partis aujourd'hui? On est en train de dire que vous n'êtes pas encore un parti modèle. Nous sommes un parti moderne, mais un parti qui a fait 37 ans dans l'opposition. Mais arrivé au pouvoir, un parti qui vous commencez à vous chamailler. Qui est en train de s'adapter aux réalités du pouvoir. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons ramener la paix. Est-ce que ce n'est pas le sucre du pouvoir qui vous tourmente un peu? Non, rien à voir. C'est le caractère politique de ce que nous faisons comme activité, la compétition. Là où il y a la compétition, il y a toujours ce genre de problème. Vous ne trouvez pas seulement à l'UDPS. Dans toutes les formations politiques, il y a des problèmes. Si on doit parler de l'opposition aujourd'hui, vous allez même dire, chez nous, c'est encore mieux.
voyez ailleurs, je ne veux pas citer. La situation n'est pas facile. Gérer les gens, c'est pas facile. C'est quelque chose de difficile. Surtout lorsqu'il faut faire la mutation entre l'opposant d'hier et l'homme du pouvoir d'aujourd'hui. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez parlé tout à fait. Vous êtes préparé pour les élections de 2023 avec un bilan que vous accusez déjà positif avec Félix Tshisekedi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt aussi, si un glissement se présente, de le faire? Moi, je ne suis pas dans l'hypothèse du glissement. Moi, je suis encore dans l'hypothèse des élections. Si ça arrivait? Si ça arrivait, la classe politique va apprécier. Parce que l'IDPS, vous avez toutefois, au temps de Kabila, toutefois, non pas un autre mandat, vous avez toujours prêché que l'UDPS amènera un nouveau élan, mais si aujourd'hui, vous arrivez à capoter les choses. La classe politique va apprécier. Mais nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Nous sommes pour la logique de la tenue des élections dans les délais. Parce que nous sommes prêts. Ça surprend les gens. Les autres candidats ne vous font pas peur? Non, malheureusement. Pourquoi vous êtes attaqué à Mukwege, surtout celui de l'UDPS? Non. Loin de là. Mukwege vous fait peur? Nous ne pouvons pas s'attaquer au docteur Mukwege. D'ailleurs, c'est un prix Nobel. C'est un monsieur que nous respectons beaucoup. Mais il est libre, comme Congolais, de dire que je veux faire la politique. Nous ne pouvons pas l'attaquer. Ça vous a choqué au niveau de l'UDPS? Non, nous n'avons pas été choqués. Vous pensez, si aujourd'hui Dr Mukwege se présente, il va prendre les gens de qui, par exemple, mais de certains de l'opposition? Pas chez nous en tout cas. Vous voyez un peu la réalité. Mais seulement ici, le Dr Mukwege, dès qu'il quitte son statut de médecin, société civile, pour devenir compétiteur politique, il doit aussi tirer toutes les conséquences. Ça aussi, c'est ce que vous, en tant que journaliste, vous devez expliquer à l'opinion. Lorsqu'on est société civile, on n'est pas compétiteur, on n'a pas d'adversaire. Tu peux dénoncer, tu peux prendre de position en tant que société civile, en tant qu'intellectuel. Mais dès que tu quittes ta position de médecin pour devenir politique, compétiteur, accepte que les gens qui sont en face de toi commencent à émettre un point de vue positif ou négatif sur ta personne, sur ton passé, sur ton parcours. Il y a par exemple la guerre qu'on nous mène aujourd'hui. Les tirets de ficelle de cette guerre sont identifiés à l'extérieur. Bon, est-ce que c'est cet extérieur-là qui vient insister pour que tu sois candidat? Quoi de plus normal que les intellectuels s'interrogent? Est-ce qu'il va travailler pour nous, peuple congolais? Parce que les autres... Pour l'extérieur. Pour l'extérieur. Il ne va pas travailler pour nous, il travaille pour ses sponsors, qui le poussent. Voyez un peu ce genre d'interrogation, ce genre de débat. Ne doit pas conclure que nous ne voulons pas de Dr Mukwege. Non, au contraire, je l'ai dit, je confirme, un monsieur que nous respectons. Prix Nobel de la paix. Alors, messieurs, que vous respectez, on prend l'extrait avant de se mettre debout, on prend l'extrait, cette annonce, justement, soutien à nos FRDC, et on revient pour clôturer l'émission. On acclame, on donne la force au FRDC, nos généraux, nos commandants, nos colonels. Nous vous aimons, nous vous soutenons, et sachez une chose, nous finirons victorieux. Jésus-Christ est les dieux de ce pays, nous bénissons la nation congolaise. Nous allons finir victorieux, on va se mettre debout pour clôturer l'émission. Gimbao, on vous regarde de partout. Qui est l'homme fort de l'IDPS maintenant? La base de l'IDPS. C'est pas Augustin Kabouya avec tous ces voyages de plein de partout. C'est pas l'homme le plus fort maintenant. C'est la base. Depuis toujours, l'histoire de l'IDPS, c'est la base. Nous tous, nous sommes les serviteurs de la base. C'est ça la réalité à l'IDPS. Depuis le père fondateur. Mais il ne faut pas personnaliser les problèmes. Alors justement, c'est une question que beaucoup veulent savoir. Qui est l'homme le plus fort de l'IDPS?
Non, on ne parle pas de personne, c'est la base. Nous tous, nous sommes les serviteurs. C'est comme ça, nous disons à l'IDPS, être cadre, c'est une charge et non un privilège. Parce que nous sommes au service de cette base-là. Augustin Kaboué aussi, c'est un des serviteurs de cette base-là. L'un des serviteurs de cette base, Félix Tshisekedi, malgré tout ce qui s'est passé par son entourage, beaucoup de choses qui se disent, est-ce qu'il s'est rattrapé au moins pour son entourage? Parce que beaucoup parlent mal de son entourage. Bon, vous savez, dans toutes les cours du monde, les débats sur les entourages du chef, c'est un débat permanent. Hein? Mais on dit c'est ce qu'on a vécu avec Kabila, ce qu'on voit aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. C'est un peu compliqué. Hein. Non, c'est pas la même chose parce que vous ne saurez pas me citer les collaborateurs de Kabila qui se sont retrouvés en prison. Même pour 3 heures du temps. Qui sont-ils de Félix qui sont en prison? Parce que tous sont des... Mais Vidier Chimanga était en prison. Eteni était en prison. Vous parlez d'été. On ne parle pas du prison. Vous parlez d'été. Mais ils étaient. C'était là. Avec vous savez ce que c'est l'emprisonnement, mon cher ami. Les gens parlent, hein. Être en prison là, c'est pas gai, hein, lorsqu'on est père de famille. Mais quand on est de l'Union Sacrée, on n'est pas inquiété. Non, mais Vidier Chimanga était de l'Union Sacrée. Mais il a fait combien de temps en prison? Le problème, c'est que les gens parlent. Vous parlez du passé, été, on voulait parler du présent. Mon cher Félix, oui. Ne nous obligez pas à arrêter même les gens qui n'ont rien fait. Lorsque je cite les cas de gens arrêtés, c'est-à-dire des cas de gens dont les soupçons ont pesé sur eux et ils ont été arrêtés malgré leur qualité de collaborateurs des faits du secteur. Vous arrêtez que c'est ça ce qui vous font de l'opposition. Jean-Marc Kabon d'aujourd'hui, même si vous avez créé une résidence privée au niveau de la prison. Ça, c'est une procédure judiciaire. Je crois que ça va se régler. Nous, on ne se mêle pas dans le fonctionnement de la justice. On dit vous arrêtez seulement les opposants. Ceux qui ne veulent pas bien de Félix Tshisekedi. Non, certains de notre... Est-ce que tu sais qu'il y a même les membres de l'IDPS qui ont été détenus depuis le régime passé, qui sont toujours là dans des geôles? Vous ne le savez pas. Je vous demande de mener des enquêtes, mais nous sommes au pouvoir. Nous avons encore le nôtre arrêté lors de l'affaire Kamuna Sambo. Si c'était nous qui avons la main sur la justice, ils seraient tous libres le premier jour de Félix Tshisekedi comme président. Voilà la différence. Il y a une différence. Dernière question, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fier de parler du peuple d'abord? Oui. Dans votre gestion? Oui, je suis fier parce que... C'est pas le politique d'abord? Non, le député, le sénateur. Le peuple d'abord. Le travail est fait, mais comme je l'avais dit tout au long de l'émission, c'est pas encore satisfaisant. Mais les efforts sont faits parce que nous attendons maintenant cette redistribution avec le surplus des recettes. Malheureusement, il y a une guerre qui est devant nous. L'effort de guerre aussi doit être soutenu parce qu'on se plaint. Lorsqu'on dit Bendele Koyate, ceux qui tiennent les Bendele là, ils doivent être soutenus. Alors, vous allez regarder la caméra. Dans cette émission, à la fin, c'est un message que vous allez adresser au FRDC, à toute la population. En ce moment, quelle attitude devrons-nous avoir? Vous allez regarder votre caméra. En tout cas, l'attitude qu'on doit avoir tous, c'est le soutien à nos forces armées, toutes les forces de sécurité, et même à la police. Nous devons être derrière eux parce qu'ils ont laissé leur famille pour nous défendre. Nous demandons à la population d'être vigilante, comme le chef l'a dit, de s'organiser en groupe de vigilance pour accompagner, dénoncer tout le criminel, les traîtres et les infiltrés. Et nous précisions au niveau des réseaux sociaux, il y a une campagne de déstabilisation contre notre pays. Des fois, on présente des militaires étrangers qui se proclament congolais en train de vilipender le président et notre armée. Ce sont des attitudes que nous devons dénoncer. Nous devons faire le tri de nos images sur les réseaux sociaux, ne pas décourager notre armée. Parce que même la Bible recommande aux chrétiens de prier pour le pays parce que la paix des chrétiens dépend de la paix du pays. Donc nous avons cette obligation de prier et d'accompagner les institutions, d'être derrière le commandant suprême de l'armée, M. Félix Tshisekedi. Gimbao, au cadre de l'IDPS, merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Alors vous nous suivez de partout. L'air ne plie au long discours ni aux réunions de salon, mais à la mobilisation citoyenne, parce que nous devons dire non à cette énième agression
de nos voisins, le Rwanda et les autres. Mais nous devons mettre de côté toutes les choses. C'est pour cela que je vous lance déjà un grand message. C'est pour le 19 novembre. Ça signifie dans deux semaines. C'est bien toutes les sociétés civiles de la République démocratique du Congo qui organisent déjà la grande marche le 19 novembre. Soyez nombreux de partout, politiciens, étudiants, députés, sénateurs. Venons-nous tous justement pour soutenir nos FARDC, dire non à l'agression, dire non aussi à certaines des choses que la communauté internationale est en train de faire et aussi notre soutien tout à la FARDC. Alors le rendez-vous c'est bien le 19. Nous au niveau aussi du ministère Amen, on continue de prier pour la FARDC pour que le bon Dieu puisse nous aider avec l'homme de Dieu, l'apôtre Paul Mutombo. On se retrouve bien la semaine prochaine. Dieu aidera la République démocratique du Congo à s'élever comme le grand Congo, comme on l'a toujours dit. Et tous nos ennemis, peut-être, ne verront jamais les Congos. Merci et au revoir.